ou bien c'est Blanchet qui dit, la logique est un système de signes avec leur signification, leur sens. Donc c'est l'ordre de l'enchaînement. Donc ça c'est une connaissance abstraite. Dans la logique d'Aristote, on insiste sur la connaissance abstraite, la connaissance au niveau de la pensée. Parce que la pensée, la raison sont abstraites. C'est l'entendement, l'intelligence, l'intelligible. C'est le domaine de l'abstraction. On peut même dire que le mérite d'Aristote, c'est d'avoir donné une forme à la pensée. La forme logique de la pensée. Il a fait la différence entre la substance et la forme. La substance matérielle et la forme logique. Donc pour lui, la pensée abstraite ne peut s'exprimer que par une forme logique. L'enchaînement entre les idées, l'enchaînement entre les mots. C'est pourquoi Aristote est le fondateur de ce qu'on appelle le rationalisme. La philosophie du rationalisme. Le rationalisme de l'Antiquité a commencé avec Aristote, elle a continué avec Royal, avec René Descartes, jusqu'à Hegel. C'est pourquoi on dit la logique classique s'étend de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Maintenant, l'adversaire d'Aristote en matière de philosophie, c'est Francis Bacon. C'est un prêtre anglais. Lui, il estime que la connaissance, ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas la pensée logique, mais c'est plutôt l'observation. Donc, il prend le contraire. L'observation qui est synonyme d'expérience. Observation, expérience, induction. Induction. Et ça, c'est basé sur quoi? Les faits. Donc, lui, il insiste sur une connaissance concrète, le contact avec la nature, une connaissance pratique. Si Aristote a insisté sur une connaissance théorique, caractérisée par l'enchaînement entre les idées, les mots, les signes de ces mots, pour l'anglais Francis Bacon, la connaissance est une connaissance pratique, caractérisée par le contact entre l'homme et la nature. Il a même écrit, on ne commande à la nature qu'en obéissant. Donc la connaissance de la nature passe par l'observation de la nature. Lui aussi, il a réduit la connaissance à la seule observation ou à la seule expérience. C'est pourquoi le terme qui est radicalement opposé au rationalisme, qui réduit la connaissance à la seule pensée ou à la seule raison, s'appelle empirisme. L'empirisme. L'empirisme est anglais. L'empirisme, c'est avec Francis Bacon par exemple. La connaissance empirique, c'est quand on se contente de la connaissance obtenue à partir des faits. La connaissance par expérience. En matière de vocabulaire philosophique, sachez que observation est opposée à raison. Ou bien expérience est opposée à pensée. Fait est opposé à idée. La philosophie est une philosophie du langage. Les élèves doivent savoir que l'observation est concrète. C'est une action, un contact entre la nature et l'homme. Alors que la raison est abstraite. C'est une reprise par l'esprit, le cerveau, des données fournies par les organes de sens. Donc radicalement, il y a une opposition entre Aristote et Francis Bacon en matière de théorie de la connaissance. Si pour Aristote, la connaissance est basée sur l'enchaînement des idées, pour Francis Bacon, la connaissance est basée sur l'observation des faits. Maintenant, Emmanuel Kant est venu remettre dos à dos et Aristote et Francis Bacon. Fondamentalement, qu'est-ce que la doctrine de la connaissance d'Emmanuel Kant est appelée le criticisme. Le criticisme. On a dit que c'est une doctrine critique. Il critique à la fois le rationalisme d'Aristote
mais aussi l'empirisme de Francis Bacon. Pour lui, Aristote n'a pas entièrement raison. Francis Bacon aussi n'a pas entièrement raison. À peu près, ça signifie que la seule raison ou la seule pensée ne suffit pas. La seule observation ou la seule expérience ne suffit pas. Il dit sans observation, la raison est vide. Sans la raison, l'observation est aveugle. Ou bien plus concrètement, en matière de connaissance, on peut résumer ça en disant sans observation, la connaissance est vide. Sans observation, la connaissance est vide. Sans observation, la connaissance est vide. Sans la raison, la connaissance est aveugle. La connaissance est aveugle. C'est d'une manière. Ça signifie concrètement que la seule observation ne suffit pas, la seule raison ne suffit pas. Il faut une complémentarité entre l'observation et la raison. Donc la connaissance, une connaissance complète, c'est quand il y a complémentarité ou bien interaction entre les données de l'observation et les données de la raison. Et tous les auteurs contemporains se sont basés sur cette remarque d'Emmanuel Kant, à commencer par Karl Marx, qui a utilisé la philosophie classique allemande. En matière de théorie de la connaissance, c'est le criticisme d'Emmanuel Kant qu'il a utilisé. La seule connaissance sensible ne suffit pas, la seule connaissance rationnelle ne suffit pas. Autrement dit, il y a deux degrés de la connaissance sensible et la connaissance rationnelle. Donc, le savant connaît non seulement par l'observation, mais aussi par la raison. Il faut les deux. Il y a une complémentarité entre les deux. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Parce que le terme dialectique a deux sens. Le premier sens de dialectique, c'est changement, mouvement, développement. Ça, c'est le sens que Héraclite d'Éphèse a donné au terme dialectique. Le changement, le mouvement. Mais le sens qu'Emmanuel Kant a donné à dialectique, c'est une liaison, une connexion, une complémentarité. Donc, en matière de connaissance, on connaît non seulement à partir des organes de sens, mais aussi à partir du cerveau. Donc, la science contemporaine à partir du 19e siècle est d'accord avec ça. Parce que le développement scientifique, c'est surtout à partir du 19e siècle. La méthode expérimentale exposée par les Claude Bernard au XXe siècle ou encore par Gaston Bachelard, c'est basé tout simplement sur le criticisme d'Emmanuel Kant. Le seul hic que Emmanuel Kant, c'est qu'il estime qu'on peut connaître les phénomènes, autrement dit la manifestation extérieure des choses, mais on ne peut pas connaître les phénomènes. Donc c'est ce qui a abouti à l'agnosticisme. Il estime que la connaissance repose sur un sable mouvant. La connaissance n'est pas sûre. Sinon, il a élaboré une méthode modèle de la connaissance, basée non seulement sur les données de l'observation, mais aussi sur les données de la raison. Parce que le processus de la connaissance se passe entre les organes de sens et le cerveau. On appelle ça acte cognitif. Cela veut dire que notre cerveau fonctionne comme un écran. Le cerveau fixe l'image recueillie par les organes de sens. Donc on connaît d'abord par les organes de sens, avant que cette connaissance-là ne se reflète au niveau du cerveau de l'homme. C'est pourquoi Karl Marx a écrit le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel transporté et transposé au niveau du cerveau de l'homme. C'est à partir des perceptions réalisées par les organes de sens qu'on peut élaborer les données de la raison
de la pensée ou du cerveau. Donc, que ce soit Gaston Bachelard, que ce soit Claude Bernard, tous ceux qui, en matière de science, ont cherché à expliquer la méthodologie de la connaissance, se sont basés. Il y a Honnête, par exemple, qui a écrit en science, les faits sont constitués de ce que le scientifique observe et les théories de ce qu'il suppose ou invente. Là, en matière de science, il y a deux parties. Il y a l'observation des faits, ensuite il y a l'élaboration des théories. La théorie est une théorie des faits, où la loi est une loi qui explique les faits. Ça, c'est en matière de méthode expérimentale. Donc, dans la science expérimentale, non seulement le savant observe, mais ensuite il raisonne. Gaston Bachelard l'a même dit. Si le savant commence par expérimenter, il doit ensuite raisonner. Et s'il commence par raisonner, il doit ensuite expérimenter. Donc, il y a complémentarité entre les deux. Et fondamentalement, pour aider les élèves en matière de méthodologie, on ne peut que faire la différence entre la méthode utilisée par les sciences expérimentales et la méthode utilisée par les sciences mathématiques. Bon, en matière de sciences expérimentales, on peut utiliser le schéma de Gaston Bachelard. Ça, c'est à deux étapes. Il dit dialectique entre l'expérience et la raison. On va donner des, comment on appelle ça, des gadgets. Pour Gaston Bachelard, la connaissance. Bachelard écrit ceci. Il dit, la connaissance est une dialectique. Pour lui, c'est une dialectique. Là, il dit une liaison, une dialectique entre l'expérience et la raison. Entre l'expérience et la raison. Il estime même qu'il faut un dialogue philosophique entre le rationaliste et l'expérimentateur. En matière de connaissance, il faut un dialogue philosophique entre le rationaliste et l'expérimentateur. Donc, si on commence par raisonner, on doit ensuite expérimenter. Et si on commence par expérimenter, on doit ensuite raisonner. Il dit la connaissance est à la croisée entre l'observation et le phénomène observé. Donc, c'est la représentation que le savant se fait de la nature. La représentation que le sujet connaissant se fait par rapport à l'objet précis de la connaissance. Il a même écrit, c'est Gaston Bachelard, il ne s'agit plus de confronter un esprit solitaire et un univers indifférent. Il faut désormais se placer au centre où l'esprit connaissant est déterminé par l'objet précis de sa connaissance et où en échange, il exprime avec plus de valeur les données de son expérience. Il explique avec plus de précision les données de son expérience. Tandis que la connaissance est à la croisée entre l'observation et le phénomène observé, entre le sujet connaissant et l'objet de la connaissance. Donc lui présente ça en deux étapes. Dialectique entre l'expérience et la raison, ou bien dialectique entre l'observation et la pensée, entre les faits et les idées. Il y a même un mot qui a résumé la méthode expérimentale en disant ça c'est venu deux fois au baccalauréat. L'idée explique les faits. Les faits prouvent la vérité de l'idée. L'idée est abstraite, les faits sont concrets. Donc il faut une liaison entre les faits et les idées. Claude Bernard, qui a élaboré la méthode expérimentale, parce qu'il a écrit un livre, Introduction à la médecine expérimentale. Lui estime qu'il y a trois étapes dans la méthode expérimentale. Il y a l'observation du fait, observation du fait, formulation de l'idée hypothèse, et finalement, organisation rationnelle de l'expérience ou expérimentation. Organisation rationnelle
de l'expérience pour expérimentation. Il a essayé de donner ça là de manière plus simple, en résumé, en disant le fait suggère l'idée, l'idée dirige l'expérience, l'expérience juge l'idée. Il a résumé la méthode expérimentale en 3 étapes. Et cette formule résume cette méthode expérimentale. Quand il dit le fait suggère l'idée, l'idée dirige l'expérience, l'expérience juge l'idée. C'est l'observation d'un fait qui provoque la naissance d'une idée dans l'esprit du savant. C'est cette idée-là que le savant va vérifier dans un laboratoire en organisant des expériences, en faisant une expérimentation. Et l'expérimentation a pour but de vérifier la validité de l'idée hypothèse. Si l'idée hypothèse est confirmée par l'expérimentation, l'idée hypothèse devient une loi scientifique universelle. Donc le fait suggère l'idée, l'idée dirige l'expérience, l'expérience juge l'idée. Mais on peut exprimer ça de manière un peu plus simple quand il dit le savant complet, là dit le vrai savant, le savant complet est celui qui embrasse. Ça c'est. Les savants écrivent de manière très simple. C'est pourquoi ce que l'élève doit faire, écrire de la manière la plus simple, pour que vous soyez compris par vous. Les savants sont très modestes. Le savant complet est celui qui embrasse à la fois. Le savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique expérimentale. Cela veut dire que le savant travaille non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Théoriquement, c'est le raisonnement, pratiquement, c'est l'observation. Est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique expérimentale. On va mettre expérimental au pluriel. La théorie et la pratique expérimentale. Ensuite, il dit, premièrement, il donne des détails, il peut être compris. Premièrement, le savant constate le fait. Le savant constate le fait. Cela dit, le savant regarde le fait. Le savant constate le fait. Il remarque un fait. Premièrement, le savant constate le fait. Mais deuxièmement, il va même par étapes. Il peut être compris. Deuxièmement, à partir de ce fait, une idée naît dans son esprit. À partir de ce fait, une idée naît dans son esprit. Cela veut dire que c'est à partir de l'observation du fait qu'une idée naît dans l'esprit du savant. Autrement dit, le fondement de l'idée, c'est le fait. L'idée vient du fait. À partir de ce fait, une idée naît dans son esprit. C'est un savant biologiste qui parle. La philosophie est une philosophie basée sur les informations. On utilise les informations scientifiques. On estime même que les informations constituent la nourriture de la réflexion philosophique. La philosophie n'est pas une réflexion creuse et vide. C'est une réflexion qui se nourrit d'informations. C'est un biologiste, c'est un savant, médecin qui parle. À partir de ce fait, une idée naît dans son esprit. Il met le lieu. Troisièmement,
Troisièmement, virgule, en vue de cette idée, virgule, le savant raisonne. Il institue une expérience. Virgule, on imagine et on réalise les conditions matérielles. Et on réalise les conditions matérielles. Donc, Claude Bernard a un peu dénoncé l'empiricisme de Francis Bacon. On ne peut pas se contenter de la seule induction, de la seule expérience ou de la seule observation. Il faut ajouter des idées, hypothèses, et finalement élaborer une loi scientifique. Ou bien il simplifie parfois d'abord, il dit le savant expérimente avec sa raison. Là, il dit que quand le savant fait des expériences, c'est sous la conduite de la raison. C'est comme ça. Donc la méthode expérimentale est pratique par l'observation des faits et théorique par le raisonnement ou par la logique. Donc on observe les faits de manière concrète et sur la base de ces faits, on élabore des lois, des théories et des formules scientifiques. C'est pourquoi parfois j'aime dire la théorie des faits. Une théorie qui est une explication rationnelle des faits. Donc le fondement de la connaissance, c'est l'observation, mais la seule observation ne suffit pas. Il faut s'élever au niveau de la raison. Les deux sont complémentaires. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, en faisant la différence entre la méthode expérimentale et la méthode de la science mathématique, c'est qu'en science mathématique, on travaille uniquement avec la logique, le raisonnement, la déduction. Lors de l'enchaînement entre les idées, entre les signes et les symboles pour aboutir à des systèmes rationnels. Donc le mathématicien est un logicien. C'est pourquoi un sujet de baccalauréat a dit que le mathématicien travaille avec des récipients vides. C'est un tonnelier et non pas un vigneron. Le mathématicien ne fait pas d'expérience, il ne fait pas d'observation. Il travaille avec la logique. C'est la science de l'ordre et de la mesure. L'enchaînement entre les propositions qui sont déduites ou tirées les unes des autres pour aboutir à une conclusion générale. C'est ça la méthode de la science mathématique. C'est un raisonnement formel qui ne se base pas sur l'observation et l'expérience. Mais l'origine de toutes les sciences, c'est l'observation. C'est à partir de l'observation de la nature, du contact avec la nature, que la connaissance est née. La connaissance est une connaissance de la nature. C'est ce qu'on pouvait essayer d'expliquer en matière de connaissance. Il suffit d'aller d'Aristote à Francis Bacon, les deux arbitrés par Emmanuel Kant. On retient facilement le processus de la connaissance. Il va de l'observation au raisonnement. Le raisonnement est un raisonnement expérimental. Là, on dit que le raisonnement doit être basé sur l'expérience pour ce qui est des sciences expérimentales. C'est en sciences mathématiques qu'on peut se contenter de la seule logique ou du seul raisonnement. C'est pourquoi la vérité mathématique est une vérité formelle, l'évidence logique. Elle est différente de la vérité expérimentale qui est l'adéquation de la pensée avec la réalité.
Donc il y a une différence entre la vérité formelle et la vérité objective ou expérimentale. La vérité formelle est basée sur la forme logique du raisonnement, tandis que la vérité expérimentale est basée sur l'adéquation approximative entre la pensée et la réalité. C'est ce qu'on pouvait trouver comme contribution en cette période de confinement. C'est ce que nous proposons à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Peut-être que prochainement, on va proposer autre chose. Mais ce qui est essentiel, pour comprendre la philosophie, il faut savoir qu'on doit se baser sur le bon sens. Faire la différence entre le domaine de l'art, le domaine de la religion, le domaine de la science et le domaine de la politique. Quand vous faites cette différence-là, vous pouvez facilement comprendre la philosophie. C'est quand vous essayez de mélanger que ça ne va plus. Donc c'est le discernement. Ça c'est un terme d'Aristote. La philosophie, c'est de René Descartes, c'est le discernement. Faire la différence. Distinguer l'art de la religion, de la science et de la politique. Donc quand je suis en philosophie, je me pose la question par rapport au sujet, dans quel domaine je suis? Est-ce que je suis un art? Et quelle forme d'art? Est-ce que c'est l'art africain traditionnel qui est métaphysique? Ou bien c'est l'art moderne qui est contemplatif, orienté vers la beauté? Ou bien est-ce que c'est la science par rapport à ses méthodes, par rapport à sa définition, par rapport à ses caractéristiques? Ou encore c'est la politique par rapport à ses variantes? Quelles sont les formes de pouvoir de l'État qui ont existé? Anarchisme, absolutisme, démocratie. Donc il faut être la philosophie requiert un peu d'autonomie de réflexion. Mais fondamentalement, le plus simple, c'est de pouvoir faire d'abord la différence entre le domaine du concret et le domaine de la sphère. Ensuite, faire la différence entre les domaines de la philosophie. Pourquoi on rend hommage à Aristote? C'est lui qui a pu catégoriser les domaines de la philosophie. Éthique, esthétique, métaphysique et logique. Pour dire que la philosophie comprend 4 branches ou 4 domaines. Donc, c'est ce que nous avons donné comme position. Et on va se rouler au fur et à mesure, que ça passera plus aisément. Je vous remercie pour votre attention et bonne chance.